Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Dans un exercice qu'il affectionne, à savoir le point de presse, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, révélait que d'importantes sommes d'argent, de nombreux appareils de communication, des armes blanches, une importante quantité de chanvre indien et des cigarettes, des grenades lacrymogènes avaient été retrouvées à la prison centrale de Yaoundé, à l'issue de la fouille systématique conduite par les administrations compétentes après la mutinerie du 22 juillet dernier. Une mutinerie intervenue après plusieurs alertes du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Equinoxoir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information en français présentée par Cédine Rouffelé. Tout de suite après le débrief, tout de suite et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. À Kondengui, pouvait-on l'éviter? Après de nombreuses alertes, pour en parler ce soir, je suis avec maître Fabien Kenyé. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur Serge Aléotou, merci. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Tout à fait. Mais aussi arbitre au GICAM. Arbitre référencé au GICAM, effectivement. Oui, tout à fait. Pour ceux qui nous regardent, quand ils entendent arbitre au GICAM, il faut leur expliquer. Naturellement, arbitre, c'est pas un arbitre du football. Voilà. C'est là où on sort de un juge privé. Oui, justement. Un juge de nature privée qui est, comment dire, opposé au juge étatique, oui, mais qui œuvre particulièrement dans le cadre du droit commercial, qui peut rendre ce qu'on appelle sentence entre les parties en cas de litige, essentiellement litiges commerciaux. Voilà. Bienvenue maître Fabien Kenyé sur le plateau Equinoxoir et dans la grande famille Equinoxoir. Hein. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de me retrouver là et c'est une première fois. Oui. Donc je vous sais gré de m'avoir invité à cette émission. Voilà. Un habitué, lui, c'est Maître Georges Teghem. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Saint-Jalin. Bonsoir à tous mes companélistes. Bonsoir, confrères présents. Bonsoir, vous, fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de partager également ce plateau et je pense être à la hauteur de l'espérance. Voilà, juste à côté de vous, Cyril Sambaka. Bonsoir, président, vice-président de l'UDC. Bonsoir, président. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux co-panélistes et à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir d'être là sur ce panel. Et je pense que les idées vont jaillir et voilà, les téléspectateurs, ce sera pour leur grand plaisir. Voilà, une autre émission sur les prisons et c'est pourquoi on a invité quelqu'un qui connaît cette prison, la prison de Kondengui. Il est sur ce plateau une fois de plus avec nous. Lui, c'est Angelbert Le Bon d'Atua. Bonsoir Angelbert. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci de l'honneur que vous me faites de m'inviter. Voilà, Angelbert, je commence justement avec vous. Le titre, il est assez évocateur. Mutinerie de Kondengui, pouvait-on l'éviter malgré les alertes? Les alertes ici, ce sont ces correspondances du garde des Sceaux, Laurent Issou, la première. Il a adressé au ministre d'État secrétaire général de la présidence, la seconde au ministre délégué à la Défense, Joseph Betiasson, pour dire que quelque chose se préparait là-bas. Bien sûr. Visiblement, il n'a pas été écouté. Bien sûr. Angèle Bon. Ben, vous permettez, Serge Alain, que je m'en voudrais de ne pas le dire. Je sors de quelques jours à Nairobi. Oui. Quand on découvre Nairobi, quand on voit comment il y a des pays encore dans ce monde qui ont des dirigeants qui ont une certaine vision. Vous parlez de Uhuru Kenyatta. Ben oui. Le Kenya, aujourd'hui, Nairobi, est quelque chose de simplement formidable. Et j'inviterai un peu tous les gens qui, tous les soirs sur les plateaux, nous démontrent que M. Biya, en 37 ans, a été la chance que le Cameroun ait connue. Je les invite à aller visiter Nairobi. Et quand on visite Nairobi, et qu'on, depuis hier, comme moi, et qu'on se retrouve dans une ville comme Douala, une ville poubelle, une ville où il y a tout, mais sauf rien pour vivre. Je me demande bien ce que nous avons fait pour mériter ces 37 ans de médiocrité. Pourtant, un pays qui a tout le potentiel pour être, tout comme Kigali aujourd'hui, tout comme Nairobi, peut-être même Paris,
Mais comment en 37 ans, des gens ont pu nous faire reculer autant? Donc moi je m'en voudrais si je n'avais pas parlé de mon petit voyage sur Nairobi. Alors pour revenir à la mutinerie de Kondengui. Les alertes du... Oui, j'ai envie de dire le pauvre monsieur Laurent Isso. Vraiment le pauvre monsieur Laurent Isso, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire attirer l'attention de ce que je peux appeler aujourd'hui sa hiérarchie. Je suppose que quand il écrit au secrétaire général de la présidence de la République, ça veut dire que c'est au chef de l'État qu'il écrit en fait. Il a sonné la lettre. Il n'écrit pas au Premier ministre John Gouté. Après, sa hiérarchie, c'est... après, je ne veux pas savoir. Après, je veux pas savoir comment ça fonctionne ce gouvernement. Moi, je m'en tiens simplement à ce que je vois. Oui. Il a écrit au secrétaire général de la présidence de la République. Par conséquent, pour moi, c'est qu'il a écrit à M. Biya. Donc, mais malheureusement, je ne sais trop pourquoi il n'a pas été écouté. Kondengui, aujourd'hui, ce qui est arrivé l'autre jour, arrivera, je vous le promets. Arrivera de nouveau. Je peux vous le promettre. On n'a pas besoin d'une quelconque instigation pour que cela arrive. Vous avez un endroit comme celui-là, où des gens, du moins pour ce qui concerne nos amis politiques, des gens sont injustement incarcérés. Vous avez des anglophones qui estiment également qu'ils sont injustement incarcérés. Toutes les procédures aujourd'hui ne bougent pas. Rien ne bouge. Les gars demandent une seule chose. Ok, s'ils ont été arrêtés dans le cadre d'une infraction, qu'on les juge et qu'on les condamne. Ils ne peuvent pas rester 2 ans et demi sans que la procédure n'ait été enclenchée. Donc c'est ça le problème. Et Kondengui aujourd'hui, c'est une surpopulation. On ne le dira jamais assez. On ne peut pas avoir une prison comme celle-là en plein centre-ville de Yaoundé pour 800 personnes qui abrite plus de 5000. C'est une poudrière à tout instant. Et je vous dis, tant que certaines choses ne sont pas réglées, la mutinerie reviendra, à coup sûr. Ok. Cyril Sambaka, depuis un certain temps, le ministre Laurent Isso est considéré comme le coupable numéro 1 pour tout ce qui arrive, mais il se défend là, il dit qu'il a tiré la sonnette d'alarme et il n'a pas été écouté. Comment comprendre cette situation? Ben, c'est comme ça, je vous ai dit, le gouvernement du Cameroun à l'heure actuelle va dans tous les sens. C'est pour ça que je pense que c'est un gouvernement qui est complètement hors du logiciel, qui est dans un logiciel qui est dépassé. Je pense que les correspondances sont sorties parce que le ministre avait à se défendre. Évidemment, il a alerté qui de droit, mais quand bien même, est-ce qu'on a rempli les conditions pour qu'on puisse étouffer, pour qu'on puisse éviter, n'est-ce pas, l'insurrection? Non, l'insurrection, c'est tous les jours qu'il y a le potentiel. Le potentiel est là et pas dans une seule prison, dans toutes les prisons. On ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on doit absolument prévenir les gens parce qu'on aurait dit que quelque chose se prépare. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait implosion. Maintenant, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Alors que les insurrections et autres, les grèves, se sont multipliées dans nos prisons. Je me rappelle encore, en 2008, n'est-ce pas, nous avons eu ici des avocats sans frontières qui sont arrivés, qui ont fait le travail avec le gouvernement et qui ont fait des recommandations. Ça, c'était en 2008. Dans ces recommandations, la première recommandation, c'était la construction de nouveaux équipements, c'est-à-dire palais de justice, maisons d'arrêt. Deuxièmement, accroissement des effectifs du personnel judiciaire et carcéral, magistrats, greffiers, geôliers. Troisièmement, amélioration des conditions de travail. Et quatrièmement, révision du dispositif législatif dans le sens de l'accélération des procédures judiciaires. Je pense qu'un travail a été fait. Le code de procédure pénale. Tout le monde s'accorde à dire que le problème du Cameroun, ce n'est pas les intelligences. Nous avons des ressources humaines. Quand nous voulons faire quelque chose, c'est bien. Nous avons ce code de procédure pénale. D'autres pays s'en inspirent aujourd'hui.
Mais au Cameroun, on ne l'applique pas comme convenablement. Voilà notre problème. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, le ministre qui est un homme rodé dans l'administration a fait ce qu'il devait faire. Il s'est protégé. Personne d'honnête ne peut dire, ne peut l'accuser. Il a fait son travail. Mais il y a des gens qui l'accusent. Il faut savoir que c'est depuis 2015. C'est depuis 2015 que le ministre Esso tire la sonnette d'alarme. Hein. Depuis 2015. C'est pour cette raison que je vous dis, personne de raisonnable ne peut lui attribuer cela. Ça, c'est clair. Ce qu'il y a, c'est que le problème est ailleurs. Nous avons une administration qui est dépassée. C'est clair. Il faut refaire l'administration camerounaise. Vous voyez les logiciels. Quand vous avez un CD, vous le mettez dans un lecteur DVD. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne lit pas. Il rejette. Il rejette. C'est la situation du Cameroun avec notre administration. Les fonctionnaires travaillent comme autant des colons et pire. Ils ne travaillent pas pour le développement. Vous voyez donc un beau code de procédure pénale qui est là, qui n'est pas appliqué. Quand on fait ce code de procédure pénale, c'est précisément parce qu'il y a ces problèmes en prison. On a trouvé les forts d'antan, on a mis des prisonniers dedans, on n'a pas construit de nouvelles prisons. Qu'est-ce qu'on peut faire urgemment en attendant que les prisons soient mises sur pied et autres? Il faut le code de procédure pénale. Vous comprenez, Président, pourquoi j'ai dit le pauvre? Voilà. Le pauvre Esso. Hein? Parce que on peut dire ce qu'on peut dire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils ne sont pas tous pourris. Que parmi eux, il y a des gens qui ont de la compétence. Je pense que M. Esso, c'est un magistrat aujourd'hui de haut vol, chevronné. C'est ce qu'on appelle un énarque de la République. Il a été SGPM, ministre, je ne sais plus trop quoi. Alors, moi, quand je vois, lui, de par son expérience, tirer la sonnette d'alarme et qu'on ne l'écoute pas, ça me pose un problème. Et Président, je vous rassure, c'est exactement le fonctionnement de la République. Il y a des gens qui sont... Quand on ne vous écoute pas, qu'est-ce que vous faites, Angilbert Le Bondadio? Pardon? Quand on ne vous écoute pas. Ah, vous voulez dire qu'on démissionne? Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je pense que M. Laurent Esso pourrait être aujourd'hui mon père. Et je ne pense pas qu'à cet âge-ci et à son âge, que moi j'ai des conseils à lui prodiguer. Moi, je ne suis même pas beaucoup pour les démissions. Vous voyez, il faut se battre à fond. Les démissions, c'est une chose. Bon, quand vous n'en pouvez plus, vous démissionnez. Mais il faut se battre pour que les choses changent. Parce que si tout le monde démissionne, à la fin, tout le monde va quitter le pays. Mais quand vous n'êtes pas écouté, le ministre Esso, c'est depuis 2015, hein, je dis, qu'il dit qu'il y a un problème dans... Mais c'est la raison pour laquelle je vous dis que si on avait pensé, comme on a pensé le code de procédure pénale, si on avait fait les états généraux de notre pays, les états généraux de notre fonction publique, on se serait rendu compte qu'elle est sclérosée, qu'elle ne fonctionne plus et qu'elle est coincée. Notre administration est coincée. Il faut le reconnaître. Parce que les réformes, si on ne les fait pas, n'importe qui arrivera au pouvoir va se retrouver face à ce problème. Et il devra engager ce vaste chantier. C'est un chantier qu'il faut engager. Parce que chaque fois qu'on met les Camerounais autour d'une table, ils pondent quelque chose de bon. Moi, je prends l'exemple du code de procédure. Mais on n'applique pas ça. Les autres pays sont en train de tricher notre code de procédure pénale. Pendant ce temps, nous-mêmes, on ne l'applique pas. On ne l'applique pas. Voilà. Donc, voilà. Surtout ce fameux problème des peines alternatives. Voilà. Il faut construire les prisons. Moi, je crois que le ministre Laurent Esso, c'est lui qui a fait le tribunal de Bonabéry. Je pense que c'est... Je crois que c'est bien lui. Bon, je pense qu'il essaye de faire quelque chose. Mais ce n'est pas lui qui détient les cordons de la bourse. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on doit dire que le centralisme excessif montre encore ses faiblesses. Montre ses faiblesses parce que nous avons aujourd'hui des prisonniers. C'est depuis des décennies que nous savons qu'il y a une réforme à faire, qu'il y a des choses à faire. Mais cela marche avec la justice. Aujourd'hui, on l'a enlevé de l'administration territoriale pour l'envoyer en justice parce qu'on voulait qu'elle soit un peu plus humaine. Mais je ne peux pas dire que la justice n'a pas fait un travail. Ils ont fait un travail, puisque le code de procédure pénale est sorti. Mais en même temps, les moyens financiers, et qu'on arrête de penser que c'est l'Union européenne qui va donner le financement pour faire les prisons. Qu'on arrête cette affaire au Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays immensément riche qui peut faire ses programmes
et qui peut investir pour faire toutes ces choses. Parce que c'est le même Cameroun qu'on entend dire nous sommes souverains, on n'a pas de leçons à nous donner. Mais pendant ce temps, s'il faut avoir un palais de justice et qu'il faille que c'est l'Union européenne qui finance cela, on doit se poser des questions. Voilà. Maître Kenyé, sur cette situation, le ministre Sesso, comme je dis, depuis 2015, tire la sonnette d'alarme. Il n'est pas écouté. Et quelques jours avant la mutinerie du 22 juillet, suivie de celle de Boya le 23, il avait adressé une correspondance au ministre d'État, secrétaire général, à la présidence, et une autre au ministre de la Défense. Je crois, Serge Alain, que le bouc émissariat, c'est pratique habituelle à la gouvernance de notre pays. Il faut toujours trouver un responsable qui n'est pas celui qu'on pense. Cette lettre, cet avertissement ne sert à rien, ne signifie en réalité rien. Parce que voyez-vous, dans le régime pénitentiaire au niveau du Cameroun, il est prévu une commission de surveillance dont les procureurs généraux, les juges d'instruction et autres sont membres. Il leur est demandé de rendre visite, de se rendre dans les prisons et de faire des rapports. Donc dès la création de la prison, on devait savoir, pour un gouvernement qui sait ce qu'il fait, anticiper sur ce qui peut arriver ou pas. Cela n'a pas été fait. Par ailleurs, le ministre Laurent Esso, qui incarne la justice au Cameroun, il sait très bien que des gens sont envoyés en prison pour rien. Le code de procédure pénale dont parlait le président vous dit que l'incarcération, c'est une mesure exceptionnelle. Oui. On ne peut vous incarcérer que lorsque vous n'avez pas de domicile connu ou lorsque vous présentez un danger pour l'ordre public. Et en matière de délit ou de crime. Mais il se trouve que pour un rien, la même justice qui cherche des responsabilités aujourd'hui vous envoie en prison. Et fait 3 ans sans vous maintenez en détention pendant 3 ans. Ne vous jugez pas. Et à la fin, on vient vous dire, on a fait de quelles alertes s'agit-il? C'est la responsabilité du gouvernement et qui a toujours fonctionné ainsi. C'est un gouvernement grippé qui ne peut plus rien produire. Je vous assure. C'est de ça qu'il s'agit effectivement. Donc, quand tout le bouc émissaire ou passe, là participe. Ces actes-là participent d'un problème de gouvernance. Et comme l'a dit, je crois, mon voisin de gauche, oui, Angélbert Le Bon ça va, monsieur Angélbert Le Bon, excusez-moi, ça va se reprendre. On va dire le chien à boire la caravane passe. C'est ce qui va se passer. C'est tout à fait normal. C'est ce qui va se passer dans les prisons, partout. À Douala, il va se passer quelque chose à Douala? N'importe où. N'importe où dans nos prisons. En fait, nous ne sommes pas des prisons, nous sommes des mouroirs. Quand vous vous rendez là-bas, c'est écœurant. C'est tout à fait normal. C'est comme si on avait déshumanisé l'homme au niveau du Cameroun. Ce ne sont pas des prisonniers. C'est comme des bêtes de somme. C'est des camps de concentration. C'est des camps de concentration. Il y en a, je crois, à Douala, c'est un qu'on appelle même des pingouins. Je le dis sur le contrôle de mon... C'est ceux qui passent les nuits à la tout à fait. Qui mangent des souris comme viande. Or, la loi, le régime pénitentiaire prévoit qu'on habille les prisonniers, qu'on les soigne, qu'on les nourrisse. Cela n'est pas fait. Voyez-vous. Et lorsque un homme est pris dans son dernier tranchement, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est révolter. C'est une révolte prévisible. Donc c'est un problème d'anticipation. Le gouvernement camerounais n'anticipe jamais. Il réagit par coup après coup. C'est un mode de gouvernance qui peut pas marcher. C'est tout là le problème. Maître Tegem, déjà en 2015, j'aime bien cette date-là, pour cette année-là, pour commencer. Le ministre Sesso, face au chef des cours d'appel, il stigmatisait déjà les magistrats. Il dit le comportement des acteurs de la chaîne pénale qui ne perçoivent pas toujours la nécessité d'accélérer le traitement et le règlement des procédures, en particulier lorsqu'il y a des détenus provisoires. Serge Alain, j'ai écouté, vous en doutez, avec une joie particulière tout à l'heure parler de nos compatriotes qui servent, de nos textes qui inspirent des pays étrangers. J'ai également écouté avec une joie particulière certaines personnes évoquer des ministres compétents du gouvernement. C'est un succès pour notre République et nous devons en être fiers. Par contre, ce que je vais regretter et ce que je voudrais faire observer, Serge Alain, c'est que il faut savoir qu'au Cameroun, les pouvoirs sont séparés. Oui. C'est-à-dire que le ministre de la Justice n'a pas d'instruction à donner à un magistrat.
peut-être un magistrat du parquet, c'est tout. Mais un magistrat du siège, il n'a pas d'instruction à lui donner. Parce que la séparation des pouvoirs est garantie par la Constitution. La justice au Cameroun est un pouvoir. La Constitution parle de pouvoir judiciaire. Le magistrat du siège, je parle sous le contrôle de mon confrère, répond à la loi et à sa conscience. C'est le principe de l'intime conviction. Dans les faits, ça n'existe pas. Si tu le permets, dans les faits, ça n'existe pas, cette séparation de pouvoir. Pour la simple raison, voyez-vous, à la suite des marches qui ont eu cours récemment, je crois que c'est les marches du 1er jour, vous vous rendez compte que le préfet prenne sur lui de signer des mandats vous voulez parler des gardes de vue administrative. Alors, surtout que ces personnes qui sont arrêtées sont entre les mains de la justice. C'est-à-dire le pouvoir exécutif vient enlever entre les mains de la justice des personnes qui ont été déférées devant lui. Ok, vous avez elle est mise sous mandat de dépôt et on va vous parler de séparation de pouvoir. On vous a compris, maître. Allez, continuez donc, maître. Je suis désolé, cher Serge Alain, j'aimerais bien qu'on discipline un peu le plateau parce que si je prononce une seule phrase, on m'interrompt. Je suis obligé de perdre. Qui m'a interpellé, naturellement, je ne vais pas réagir. Il me semble que je ne vous ai pas interpellé personnellement, cher confrère Eni. Je suis très respectueux des règles, mais je souhaite que nous tous nous les respections parce que vous avez parlé à 3, j'ai dû me taire. Et pourtant, Dieu seul sait si vous avez dit des choses sur lesquelles je pouvais revenir. Je me retiens parce que c'est le débat public. Et dans le débat public, il faut respecter les règles, il faut respecter les principes. Je n'ai pas d'enseignement à vous donner, mais vous devez le savoir et d'ailleurs mieux que moi, puisque vous êtes un de mes modestes formateurs. Pour revenir sur le sujet, j'étais disant que au Cameroun, je dis encore une fois et j'insiste, il y a la séparation des pouvoirs. Le ministre de la Justice n'a pas d'instruction à donner à un magistrat du siège qui répond à la loi à sa conscience. Lorsqu'une affaire est pendante devant un magistrat du siège, le code de procédure pénale a défini les droits du prévenu ou de l'accusé. Le code de procédure pénale a indiqué quels sont les droits du prévenu. Le code de procédure pénale a indiqué quels sont les droits du magistrat qui tient la plume. Le code de procédure pénale a indiqué quelles sont les actions que le procureur peut mener. Et les parties au procès, c'est-à-dire les parties qui animent le débat judiciaire, tout est réglementé par un texte. Maintenant, s'agissant des interventions ou alors des lettres adressées par le ministre, son excellent monsieur le ministre de la Justice, à ses collègues du gouvernement, c'est dans le cadre de la communication gouvernementale ou dans le cadre de leur collaboration. Lorsque un ministre adresse une correspondance à la présidence de la République ou à son collègue du gouvernement, c'est par la voie hiérarchique. Nous sommes dans une administration bureaucratique. Les principes, c'est la hiérarchisation. Donc, lorsqu'il adresse une correspondance, ça doit passer par la primature. Et la primature, présidence de la République. Et ça redescend par diffusion de l'autorité. Quand c'est lui qui envoie, c'est la remontée de l'information. Et quand ça redescend, c'est la diffusion de l'autorité. Lorsque l'autorité prend une décision, il faut ressaisir la primature qui répercute au ministre en fonction. Et le temps de la décision nécessite un certain nombre d'arbitrages. Donc, un ministre peut bien adresser une correspondance et ça prend le temps des arbitrages nécessaires pour se rassurer qu'on est bien cohérent, que le budget pour la mesure proposée est effectivement entre les mains du ministre en charge des comptes publics, c'est-à-dire le ministre des Finances. Et tout cela, ça demande un peu de patience. Je dis encore une fois, je n'approuve pas la mutinerie, je n'approuve pas les conditions carcérales. Ce n'est pas un problème, une particularité camerounaise. Il y a des choses à faire pour les prisonniers, mais on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Je signale qu'en prison, il y a un service de la discipline. Je signale qu'en prison, il y a un service de l'action sociale. Je signale qu'en prison, il y a un centre médical. Je signale que l'administration a pris des mesures en rapprochant les prisonniers de l'administration, en créant les délégations régionales de l'administration pénitentiaire. Je signale également que, comme le disait fort opportunément mon confrère tout à l'heure, les magistrats ont la possibilité de descendre dans les prisons, faire des visites et rendre des rapports. Maintenant, sur la base de ces rapports, une mesure a été prise de manière récente en créant à Yaoundé une autre prison. Il vous souvient qu'il y a quelques années, on a créé notre prison à Yaoundé. Oui. C'est une mesure qui est prise par le gouvernement. En plus, Madame le ministre des Affaires sociales a récemment pris une mesure visant à refaire le centre pénitentiaire, le centre de rééducation de Bétamba. Ce sont, entre autres mesures capitales qui ont été prises par le gouvernement dans l'optique de régler un problème qui, je le répète, n'est pas spécifiquement camerounais. Il y a même des mesures qui sont prises avec le code pénal modifié, avec les peines alternatives. Tout cela montre la volonté du gouvernement d'aboutir à une solution
à court terme des problèmes dont souffrent nos prisons. Et je vais finir en observant qu'après tout, il s'agit des prisons. Ce n'est pas des hôtels 5 étoiles. Si vous voulez que pour les prisonniers on construise des 5 étoiles, mais écoutez, dites-le que dans votre programme, dans vos programmes respectifs, vous prévoyez de construire les prisons, les hôtels 5 étoiles pour les prisons, pour les prisonniers. Nous souhaitons qu'on améliore les conditions carcérales des détenus, mais nous pensons également que dans la République exemplaire en construction, ce qu'ils doivent faire aussi, prisonniers, c'est qu'ils ont des droits. Je parle sous le contrôle de mon confrère, en prison, il y a un greffe. Et je parle également sous le contrôle de mon confrère lorsque vous arrivez à l'audience et les détenus arrivent, on stoppe l'examen des dossiers des personnes libres. Parce que devant l'audience, à l'audience comparaissent à la fois des personnes qui comparaissent libres et des personnes qui comparaissent en détention. Lorsque vous arrivez à l'audience, dès que les prisonniers arrivent, le magistrat prend celui de suspendre l'audience et de vous dire « j'examine d'abord les cas des détenus ». Tout cela dans l'optique de combattre ou alors d'accélérer les procédures des personnes qui sont détenues. Maintenant, c'est une situation regrettable, je le dis encore, mais la loi a prévu des palliatifs. Au sujet maintenant de la garde à vue du préfet et son intervention dans le domaine judiciaire, à partir du moment où c'est prévu par la loi, à partir du moment où on dit que lorsqu'il y a une situation d'atteinte à l'ordre public, le préfet peut prendre une mesure de garde à vue administrative. Si c'est légal, c'est la loi et elle a toute sa pertinence. Et si elle a sa pertinence, on ne peut pas dire qu'on a enfreint la loi ou alors les textes ne sont pas appliqués tels qu'ils devraient l'être. Je vais finir, pour être tout à fait complet sur ce sujet. Ils ont parlé plus longtemps que moi, c'est jamais une phrase. J'ai entendu tout à l'heure parler de Nairobi au Kenya. Je suis très content qu'on parle de Nairobi. J'aurais voulu aussi qu'on parle de Douala et Yaoundé jumelés. Parce qu'on ne parle que de Nairobi. Jumelons un peu Douala et Yaoundé, on essaye de voir en termes infrastructurels pour voir où on en serait. C'est incroyable. Merci, Maître Tegueb. Je vous ai vu prendre des notes, Gilbert Le Bondatoire. Vous voulez sûrement réagir au propos de Maître Tegueb. Oui, je suis souvent très peiné. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, moi je ne connais pas faire la politique politicienne. Quand je passe à la télé, j'ai mes enfants qui me regardent. Et ils savent pourquoi je me bats. J'espère que quand certains parlent et qu'ils rentrent chez eux, ils sont embrassés par leurs enfants. Vous ne pouvez pas dire, M. Tegueb, que dans ce pays, il y a la séparation des pouvoirs. Je vous rappelle que quelques semaines avant que le président Kamto ne soit arrêté, un ministre de l'administration territoriale a dit « Si le président Kamto continue à s'entêter, il va se retrouver au village de Si je savais ». On est tous Camerounais. Et on comprend bien pourquoi est-ce que le président Kamto aujourd'hui est arrêté. On peut comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas la justice qui fait son travail. Non, M. Tegueb. M. Kamto aujourd'hui, ses alliés et tous nos camarades politiques sont en prison du fait de l'exécutif. Il faut que ce soit clair. Et dans votre république imaginaire en construction, je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire. La dernière fois, vous et moi, on a discuté ici de la prison. Quand vous dites, bon, vous n'avez qu'à mettre dans votre programme de faire des prisons 5 étoiles. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce qu'on est condamné, ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a plus des droits. Tout à l'heure, quand mon frère parlait, il cherchait un mot. Je l'ai dit, c'est des camps de concentration. Oui, c'est un camp de concentration, du moins pour Kondengui que je connais. Là, ils sont en train de m'écouter du Kosovo. C'est un camp de concentration. Ils dorment à la belle étoile. Sous le soleil, sous la pluie. C'est des êtres humains. C'est des hommes comme vous et moi. Ils ont des droits. Ils n'ont pas à être traités comme ils sont traités. Vous me parlez de dispensaire dans la prison? Mais allez faire un tour dans ce dispensaire. Allez faire un tour. Vous me parlez de la discipline en prison? Non, mais vous n'êtes pas sérieux, M. Tegueb. En prison, à tout moment, du moins à Kondengui, à tout moment, on peut perdre la vie. On peut perdre la vie parce qu'on a été accroché dans la cour par un détenu qui vous réclame 100 francs au nom de je ne sais quoi. Vous refusez de lui donner les 100 francs, vous êtes poignardé. Voilà les conditions dans lesquelles aujourd'hui ces 5000 prisonniers de Kondengui vivent. Non, ayons un peu d'humanité. La dernière prison qui a été construite au Cameroun date de quelle année?
On n'a que des prisons de coloniales. En 37 ans, vous n'avez pas pu construire 2 bâtiments, 4 murs, en 37 ans. Quand même, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, M. Tegem? Monsieur Dachwa, voyez-vous, dans le débat public, je ne vais pas convoquer vos enfants. Et puis, bon, j'aimerais bien qu'on respecte les vies privées de chacun d'entre nous. Mais je vais vous faire observer, monsieur Dachwa, que la séparation des pouvoirs est garantie par la Constitution. Je le dis et je tiens à ce que je dis. Je ne suis pas venu ici, monsieur Tegem. Monsieur Tegem, je sais que vous allez me traiter de malpoli. Je sais. Je ne vous traite de rien du tout. D'accord. Alors, je ne peux pas vous permettre cela. D'accord? J'ai été suffisamment clair. Je ne suis pas venu sur ce plateau prendre des cours de droit. Je sais ce qui est écrit dans notre Constitution. Vous n'allez pas m'apprendre à lire. J'ai beaucoup d'intelligence pour autre chose. Je suis en train de vous parler des faits. Je ne parle pas de ce qui est écrit dans la Constitution. Je vous parle des faits. Il n'y a pas de séparation de pouvoir au Cameroun. La justice, et vous êtes toujours... Mais vous êtes mieux placé que moi. Je suis très étonné souvent de vos positions. Vous êtes avocat. Vous savez très bien que dans ce pays, la justice est à la solde de l'exécutif. Il ne faut pas aller à Harvard pour le savoir. Je ne le sais pas, c'est vous qui le savez, moi je ne le sais pas. Justement, je suis un praticien et je n'ai jamais eu le sentiment que la justice soit inférieure au pouvoir exécutif. Au Cameroun, les magistrats du siège sont indépendants et répondent à la loi et à leur conscience. C'est la Constitution qui garantit l'indépendance de la justice et elle est complètement indépendante. S'agissant des prisons, je vous fais observer qu'actuellement une prison est en construction à kilomètre 17. C'est une prison en construction. Ça vous fait bien. Vous savez combien de choses sont en construction au Cameroun? Vous connaissez l'autoroute Douala-Yaoundé? Vous savez en quelle année ça a démarré? Vous connaissez l'autoroute Yaoundé-Simalène? Depuis 8 ans. 7 km. On connaît tout ce qui est en construction au Cameroun. Okay. Vous savez, dans ce pays, on est même allé construire un barrage. Construire tout un barrage avant de réfléchir à comment est-ce qu'on va transporter l'énergie. Bon, monsieur Dachwa, je constate que vous ne me laissez pas parler. Allez-y alors que vous dites des choses, j'ai bien envie de vous répondre. Surtout que vous touchez des points sur lesquels je pense que j'ai une argumentation qui peut mieux apporter la réponse aux problèmes que vous posez. Monsieur Dachwa, nous avons la responsabilité de conduire ce pays. Je veux vous faire observer que dans les prisons, il y a un centre médical qui peut-être n'est pas suffisamment équipé. Je peux convenir avec vous. Mais lorsque le cas signalé à l'infirmier de la prison ne peut pas être suffisamment adressé, on s'en réfère à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital à Kintini, si vous allez à l'hôpital central de Yaoundé, si vous allez à l'hôpital général de Douala, vous allez facilement trouver des personnes qui sont incarcérées. Donc c'est vous dire que si en prison il y a un médecin, c'est parce que justement on tient compte de la situation des personnes incarcérées qui, je le répète, n'est pas la meilleure, ou ils ne sont pas dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Ça, je le reconnais, mais des efforts sont faits. Je signale enfin pour terminer, lorsque quelqu'un est détenu et sa condition ne lui plaît pas, il ne peut pas, le greffe, exercer des voies de recours, il ne peut pas, le service d'action sociale saisir, il ne peut pas, le service de discipline, faire entendre sa voix. C'est ce que je continue à dire. Voilà, on va revenir au point de presse, pour le dire, le point de presse du ministre de la communication, René-Emmanuel Sadi, entre autres solutions préconisées, il dit qu'il faut procéder à un désengorgement des différents établissements pénitentiaires dont la surpopulation est avérée. Désengorgement. Vous le mettre où? Je vous ai dit la dernière fois que c'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il faut désengorger, c'est depuis. Mais si vous avez un gouvernement qui attend que c'est l'Union européenne qui viennent donner de l'argent pour construire les prisons et les tribunaux, alors tant que cet argent n'est pas venu de l'Union européenne, on ne construira rien. Et c'est ce qui se passe. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Parce que entre le monde virtuel que nous vivons là, maître, excusez-moi, mais je vous ai toujours dit que votre façon de voir les choses, pour moi, c'est virtuel. Parce que quand j'entre dans le concret, c'est le contraire que je trouve. Alors, le meilleur gouvernement, c'est celui qui crée les conditions pour que le programme qu'ils ont à implémenter soit effectivement fait. Et pour cela, il faut mettre en place
des méthodes de travail qui puissent permettre donc d'atteindre ces objectifs. À côté de cela, pour atteindre ces objectifs, il faut mesurer. C'est pour cette raison que vous verrez que dans ce code de procédure, on vous dit que des magistrats doivent aller à la prison, observer eux-mêmes et faire un rapport. Et quand ils font le rapport et que le rapport n'est suivi de rien, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'il ne suffit pas de donner les lignes, mais il faut dire comment on va atteindre ces objectifs. Quelles sont les méthodes qu'on va utiliser et comment on va les évaluer pour qu'on puisse se redresser quand on n'est pas sur le bon chemin. Or, nous, on se contente d'avoir à réunir les savants camerounais pour faire un code de procédure pénale qui va servir à d'autres pays qui, eux, ont réfléchi et se disent que voilà comment nous allons travailler pour atteindre nos objectifs. Résultat des courses, nous avons un pays où la corruption est une gangrène. Vous comprenez? Et à ce moment-là, l'égoïsme prend le pas sur la générosité et finalement, tout le monde cherche à sortir sa tête de l'eau. Du plus grand au plus petit. Je vous ai dit que tant que nous n'allons pas comprendre qu'on fonctionne sur un logiciel qui est dépassé, nous n'allons pas comprendre ce qu'il faut faire. Parce que les partis politiques concourent au suffrage. Ils organisent tout cela. Mais nous avons quand même un parti qui est au pouvoir depuis 50 ans. Et dans ces 50 ans, on a vu qu'au début, le premier gouvernement a bâti un certain nombre de choses que le deuxième gouvernement est venu détruire. Il faut quand même qu'on se pose des questions. On a vu comment est-ce qu'on a entamé une certaine décentralisation économique parce que le premier pouvoir au Cameroun était chiche de la démocratie, était chiche de la liberté, mais il bâtissait. Alors, celui qui vient maintenant et qu'on regarde sur notre portefeuille, la SNI qui était devenue, etc., tout a volé en éclats. Il faut donc comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur là où on va, de se mettre ensemble pour en définir les règles, qu'elles soient consensuelles, et que maintenant, dans les différents partis politiques, qu'on essaye de travailler pour voir quelle est la méthode d'implémentation qu'on va mettre en place pour atteindre nos objectifs. Parce que nos objectifs ne peuvent pas être 1000. Ce que nous voulons du Cameroun, ça ne peut pas être 1000. Mais il faut savoir si on est un pays souverain. Si on est un pays souverain et que tout ce qu'on pourrait avoir comme tribunaux ou comme prison doit venir de l'extérieur, il faut se remettre, il faut se poser des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand le ministre parle là, vous croyez que les avocats de Sans Frontières sont venus pourquoi? C'est probablement l'Union européenne qui les a envoyés. Les conséquences, c'était quoi? C'est qu'on a eu des cours d'appel ou des instances de justice qui ont été construites, d'autres qui ont été... Vous allez regarder, ce n'est jamais le budget camerounais. C'est-à-dire que ça vient de l'extérieur. Mais comment on va donc bâtir ce pays fier, indépendant, orgueilleux, quand pour que on ait un tribunal, il faut attendre. Nous allons rester des mendiants, éternels mendiants riches, des riches mendiants. Est-ce que nous avons, c'est ce que nous méritons? C'est ça la question aujourd'hui. Mais si on est d'accord donc que le pays est bloqué, mais il faut qu'on se mette autour d'une table pour essayer d'en définir. Qu'est-ce que nous pouvons de manière consensuelle, n'est-ce pas, arrêter pour l'avenir de ce pays? C'est important et chaque jour se dégrade davantage. Ok. Maître Kenyé, 2016, nouveau code pénal de procédure pénale, avec cet élément, les peines alternatives. Et depuis, on nous dit qu'on attend toujours le décret d'application. Qu'est-ce qui coince à votre avis? Ce qui coince, ça fait 3 ans. Ce qui coince, c'est ce qui se passe le plus souvent. Vous permettez d'abord que je revienne un peu sur ce que mon confrère a dit. Parce que qu'un avocat ne s'indigne pas sur les conditions de détention de son client, cela me révolte, je vous assure. Parce que l'avocat, c'est un contre-pouvoir
contre l'administration judiciaire ou contre le système judiciaire. C'est lui le protecteur du plus faible, des détenus. Mon contradicteur ou mon confrère maîtrise très bien cette situation. Il a tout à l'heure évoqué la séparation des pouvoirs, faisant allusion à la garde de vue administrative que prend le préfet. Oui. Voyez-vous, c'est sur la base d'un décret que le préfet agit. Or, à côté de la loi, il y a encore le procédure pénale, effectivement, qui dit qu'on ne peut être incarcéré que sur la base d'un mandat de justice. Comment comprendre donc qu'on applique un décret à côté d'une loi? Donc, ce sont ces gens qui ont l'habitude de violer les lois qu'ils évoquent. Pour en venir maintenant aux peines alternatives, vous avez tout à l'heure parlé de désengorgement. Le problème n'est pas le désengorgement. Quand bien on aura désengorgé les prisons, cela va empêcher qu'on envoie les gens en prison, en détention provisoire pour rien. Même lorsqu'on aura bien désengorgé, dans les prisons où ces personnes se trouveront après 3 ans de détention sans jugement, elles vont toujours se révolter. La machine est grippée. Au-delà du débat que nous faisons ici, à l'international, on dit, vous avez fauté. Ça ne marche pas. On crie à l'international. Ici, au niveau national, on crie. Ils sont les seuls, ces personnes sont les seules à dire ça marche bien. Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce que ces personnes seraient devenues des dieux pour continuer à dire que ça marche? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'heure de mon propos, le problème qui est posé, c'est un petit phénomène par rapport au problème global qui se pose. C'est un problème de gouvernance. Tant que l'État camerounais ou les gouvernants n'auront pas mis l'être humain au centre de leurs préoccupations, nous aurons toujours ces problèmes-là. Parce qu'on traite des êtres humains comme c'était des animaux. J'ai dit, moi je suis avocat. J'ai de la peine quand je me rends en prison. Soit en passant, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, moi je fais un peu partie des avocats qui défendent aujourd'hui ces personnes-là, gratuitement. Ouais, qui n'ont pas les moyens de se payer. Qui n'ont pas de moyens de se payer des avocats. Dont les dossiers sont perdus dans les coffres, dans les tiroirs. Parfois parce qu'elles n'ont pas de moyens pour se faire entendre. Nous aimons bien parfois parler de démocratie, ou à un moment parler de démocratie avancée. Quand on parle de démocratie, on devrait plutôt parler de démocratie pure. Dans le régime de démocratie, cela n'arrive pas. On applique tout simplement les lois qu'on a votées. Au cas où il se trouve que chez nous, l'exécutif a une primauté excessive sur le Parlement. Ceux qui sont chargés d'appliquer la loi sur le terrain résistent, se révoltent, se braquent contre les lois. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on dise que la détention provisoire est une exception au principe de liberté, que des magistrats continuent à envoyer des gens en prison pour un rien. Et dans des pays développés, des pays de démocratie, sans épithète, puisque je ne parle pas de démocratie avancée, ça ne se fait pas. Pour envoyer quelqu'un en prison, il faut qu'on lui ait trouvé quoi que ce soit. Donc nous sommes arrivés à la banalisation même de l'infraction. On peut laisser un petit pickpocket, on peut mettre comment dirais-je, un braqueur dehors et mettre un petit pickpocket en prison. À ce moment, l'infraction même perd de sa signification, de son objet social. La prison a plusieurs caractères. Il y a un caractère, je crois, punitif, de resocialisation. On n'envoie pas les gens en prison pour les transformer en brigands. Quelqu'un, par exemple, qui est poursuivi pour non-paiement de loyer, qu'on envoie en prison par rapport à un voleur patenté. Comment la personne peut ressentir de la justice là-dedans? Donc, quand on va parler de désengorger, le problème de prison n'est qu'un petit îlot. Mais Tegem, justement. En fait, malgouvernance. Mais Tegem, justement, qu'est-ce qui fait problème depuis 3 ans? Pourquoi le décret d'application sur les peines alternatives tarde à être signé? Serge Alain, voyez-vous, vous savez, la critique est aisée, là, difficile. Moi, je respecte l'intelligence des gens. Et je sais que lorsque l'on doit prendre des décisions, le temps de la décision est nécessaire. Je sais aussi que lorsque l'on confie une mission à quelqu'un, il doit l'exécuter ou alors l'achever dans les meilleures conditions possibles. Je sais enfin que le problème des peines alternatives se pose
pas seulement au Cameroun, mais en France, où même les ministres ont des graves problèmes avec le traitement ou alors le phénomène des personnes détenues dans les pénitenciers. On a même pensé, au temps de Sarkozy, je pense au bracelet électronique, et lorsque la femme qui avait créé le problème, enfin celle qui était la mère du mariage pour tous, était arrivée, elle avait dit, bon écoutez, désormais, il n'y a que pour tel type d'infraction que les gens s'iraient en détention. Mais il se trouve simplement que il y a des règles qu'il faut observer. Vous avez beau être un membre du conseil du pouvoir exécutif, mais vous n'allez jamais vous substituer à un magistrat du siège qui, lorsqu'il a un dossier, répond à la loi à sa conscience. C'est ce que j'insiste à dire. Et ce que je sais, c'est que la garde à vue administrative est prescrite par une disposition légale qui est celle du Code de procédure pénale. Maintenant, quand tu as dit que c'est un décret, bon, il ne me souvient pas avoir vu ça dans un décret. Ce que je sais, c'est que c'est prévu par le Code de procédure pénale, qui est une disposition bien entendu légale. C'est la loi, c'est l'expression de la volonté générale, elle est impersonnelle, elle s'applique à nous tous. On n'abonne pas le mien. Tant qu'on a la majorité, on vote les lois. Et j'insiste encore, nous avons la responsabilité de construire le destin de ce pays. C'est nous qui avons le devoir de tenir le pays. C'est nous qui avons pour devoir de traiter ces sujets. Lorsque vous devez prendre un texte comme le texte d'application, il y a une diversité d'autorités qui doivent intervenir. Et Serge Alain, croyez-moi, il faut faire intervenir certainement les gens de la police, dont des responsables de la DGSN, des gens du CET, des gens de l'armée, des gens de la justice, des gens de l'AT, une kyrielle. Ça fait que des réunions d'arbitrage et à l'occasion, chacun peut poser un problème qui amène à aller réfléchir et cogiter davantage pour trouver un texte qui soit le meilleur possible. Ça fait 3 ans. Hein? Serge Alain, 3 ans pour un texte, c'est rien. Je signale, Serge, je signale que le code de procédure pénale dont on fait cas, je crois que tu as fait un débat ici dessus, oui. Tout le monde demande déjà qu'il faut le relire. Lorsque vous prenez un texte, Serge, ce n'est pas facile de prendre un texte qui soit le meilleur possible. Ce qui fait qu'il faut prendre le temps nécessaire pour trouver le texte qui soit le plus proche de l'objectif recherché. Je sais que pour tout le monde, c'est très facile. D'ailleurs, mon confrère c'est mieux que moi. Lorsque vous avez un dossier, les autres sont là, mais c'est vous qui tenez le dossier et vous savez les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Moi, je ne veux pas insulter ceux qui travaillent. Je préfère croire que dans l'administration, il y a des personnes qui sont en train de travailler sur ce texte, qu'il y a des arbitrages qui se font déjà au niveau de la primature, d'abord même au sein des ministères, ensuite à la primature, ensuite à la présidence de la République, avant de sortir le texte. Ce n'est pas toujours facile, croyez-moi. Et il est trop aisé de venir dire ceci n'a pas été fait, ceci n'a pas été fait. Mais lorsque vous devez choisir... Est-ce que ce sont des inventions, M. Teguer? Mais, Serge Alain, je n'ai pas dit, je suis d'accord que ça fait 3 ans. Mais je dis, je peux comprendre parce que... Vous pouvez comprendre pourquoi ça met autant de temps? Parce que je sais que lorsque l'on n'est pas soi-même à l'étrier, on croit que c'est facile. Moi, je respecte les intelligences des gens. Moi, je respecte ce que les gens peuvent penser. Je respecte le travail de chacun. Et je sais qu'on a toujours enseigné dans la vie que c'est le travail de l'autre qui est facile. Je préfère, moi, dire que des personnes sont en train de travailler sur le texte d'application du code pénal et souhaitons qu'au plus vite, que finalement un texte puisse sortir de là. Maintenant, quand tu as dit... vous pouvez nous rappeler ce que dit exactement pour les peines alternatives? Et le décret d'application. On attend le décret d'application. Oui, non, je crois qu'il y a jusqu'à 2 ans des infractions. Non, c'est moins d'1 an, je crois. Moins de 2 ans. Mais je n'ai pas les dispositions exactes, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Voilà. Je crois que c'est les peines sanctionnées, enfin, les infractions sanctionnées d'une peine de moins de 2 ans. Voilà. Je pense que c'est cela. Voilà. Mais, Serge Alain, pourquoi penses-tu que, parce que ces 2 ans, c'est facile de concevoir un texte? Non. Un texte demande beaucoup de choses. Et puis, il faut vérifier la régularité du texte à la loi, vérifier la conformité du texte à la Constitution, vérifier au traité. Ce n'est pas facile. Moi, je sais. Donc, c'est ça qui bloque. Ça ne bloque pas. Les gens travaillent dessus. Depuis 3 ans, les gens travaillent depuis 3 ans. Serge Alain, 3 ans, c'est rien pour un travail qu'on vous confie, surtout qui concerne une république comme celle du Cameroun, qui n'est pas une république facile. Nous devons la construire tous les jours. Voilà, merci. Le temps de faire un tour du côté de studio où nous attend Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, dans un instant, le 20h, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ce soir? Le sommaire. Ce soir, vous suivrez l'homélie du cardinal émérite Christian Toumi. Au moment où le Cameroun traverse des crises multiformes, le cardinal émérite se prononce et critique à la fois les dirigeants
et certains acteurs sociaux impliqués dans l'enlisement de la situation sociopolitique au Cameroun. Ils déplorent les conséquences d'une malgouvernance exacerbée. Vous l'écouterez au journal de 20h. Et au moment où le cardinal prêche l'évangile de la paix, il y a des anciens élèves qui étaient à l'école, au lycée de Fumban, lors de la réunification, qui tentent de rechercher des solutions à la crise observée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, face à un gouvernement silencieux sur l'ouverture d'un dialogue. C'est le Sénat américain qui examine une nouvelle résolution après la Chambre basse du Parlement fédéral américain. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et sur cet impact de la paralysie de Douala-Est, un impact économique important dans la sous-région Afrique centrale, c'est du moins ce que révèlent des économistes qui déplorent la gestion de ces travaux d'aménagement routier à Douala, 2 semaines de calvaire et des pertes économiques évaluées à plusieurs centaines de millions de francs CFA pour la sous-région Afrique centrale. Comment en est-on arrivé là? Élément des réponses à suivre ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la première partie. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Et qu'il en soit, on se retrouve après pour le débrief, madame, monsieur. Retour sur le plateau qui n'en soit, toujours en compagnie de Maître Tegem, Cyril Sambaka, Maître Fabien Kenyé et Angelbert Le Bon d'Achua. Angelbert, je commence avec vous, une fois de plus. Vous sortez du Yaoundé. Non, vous avez dit vous sortez de Nairobi, mais vous connaissez ce qui se passe du côté de la pénétrante Est. Vous avez vu les images. Un commentaire, Angelbert. Ben, disons que pour moi, c'est sans surprise. Ça fait très très longtemps que je parle de cette pénétrante. Et il me souvient que sur un plateau d'Equinox, il y a peut-être 3 mois, oui, où j'avais dit exactement ce qui allait se passer. J'avais dit que, à leur habitude, ils vont creuser et partir. Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a annoncé des travaux, et je crois que ça fait une dizaine d'années déjà qu'on parle de cette fameuse pénétrante, et sans qu'on ne voit véritablement le résultat sur le terrain. Maître Tegem tout à l'heure semblait rigoler quand je lui parlais de Nairobi. Non, mais quand on voit comment ailleurs les gens aiment leur pays et qu'on voit ce qui se passe au Cameroun, on conclut tout simplement que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Pour tous ceux qui doivent sortir aujourd'hui de Douala, on sait que de manière psychologique, il faut se préparer à 4 heures, à 6 heures de temps d'attente. C'est toute une souffrance. Comment on peut laisser un peuple souffrir? Ce n'est pas une personne, hein, même les gens du pouvoir, le RDPC. Ben justement, tous sont là-dedans, hein, dans les embouteillages. C'est comme avec les coupures d'eau, c'est comme avec les coupures d'électricité. Non, on est tous victimes. Mais je pense qu'eux, ils doivent vivre sur une autre planète. Et je vais vous dire une chose. J'ai voyagé avec ma voiture pour Douala, et il y a quelque chose d'hyper frustrant qui se passe à l'entrée de Douala. Tout ce qu'il y a comme autorité aujourd'hui, tout ce qui peut être socialement bien placé aujourd'hui, quand ils arrivent à l'entrée de la ville, ils font venir une moto. Ils font venir une moto de la gendarmerie qui leur ouvre la voie, à l'entrée comme à la sortie. Nous autres, alors, qui n'avons pas ce type de privilège, qu'allons-nous faire? On est obligé donc de se taper les 6 heures de temps d'attente dans cet embouteillage. Et il faut dire que c'est un trajet qui est juste sur à peine 6 km. Oui. À peine 6 km. On n'a pas pensé cette ville. Du moins, ceux qui aujourd'hui nous gouvernent n'ont pas pensé la ville. J'imagine simplement cette route-là qui dessert la Centrafrique, qui dessert la Guinée équatoriale, qui dessert le Gabon, le Tchad et tout ça. Qu'on en soit là en 2019, 60 ans après les indépendances, moi je pense que c'est Lapiro qui savait si bien le dire. Quand ça vous dépasse, il faut laisser. Il faut laisser. Monsieur Biya n'est pas obligé de s'entêter à diriger le Cameroun. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il laisse aujourd'hui ceux qui ont la compétence pour pouvoir fédérer toutes les intelligences camerounaises, parce qu'on est quand même plus de 20 millions d'intelligences aujourd'hui, et ce n'est pas normal qu'on en soit encore réduit à faire 6 heures de route pour sortir de la ville de Douala. Mais Tegem, face à ce tableau,
Qu'avez-vous à dire? Non, je vais simplement regretter cette situation qui effectivement est dramatique. Oui. C'est suffisamment grave. Mais je pense que, encore une fois, je vais être plutôt pondéré et rappeler fort à M. Ndachoua. Monsieur, vous n'avez pas le monopole du cœur. Dieu seul sait que nous aussi on aime le Cameroun. Mais Tegem, vous avez passé depuis 2 semaines, vous êtes passé par là, vous avez passé 4 ou 5 heures là-dedans? J'y étais samedi il y a 8 jours. Vous avez passé combien de temps Non, j'ai eu la chance, je suis passé à tous les coups, à l'aller comme au retour, je suis passé sans problème. Donc vous comprenez donc. Je n'ai pas. Je ne peux pas comprendre ce que les autres ressentent. Bien sûr que nous comprenons Serge Alain, mais simplement nous avons la responsabilité de conduire ce pays. Et si nous voulons le construire, nous devons le construire. Et pour le construire, il y a des sacrifices à faire. Je le regrette. C'est une situation qui, encore une fois, n'est pas enviable. Nous sommes en train de prendre des mesures correctives. Et je voudrais rappeler à M. Ndachoua, encore une fois, que vous n'avez pas le monopole du cœur. Dieu seul sait que nous aussi, on aime le Cameroun. Dieu seul sait que nous aussi, on a travaillé pour que cette route existe. Je voudrais rappeler qu'avant que nous n'arrivions au pouvoir, pour partir de Douala à Yaoundé, c'était pas la couchette. On passait la nuit en route. Aujourd'hui, si on fait 5 heures, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas supportable, mais ça peut se comprendre eu égard à la qualité de l'ouvrage qui est en construction. Je vais enfin terminer en vous disant, M. Ndachoua, voyez-vous, la critique est aisée et là est difficile, je le disais tantôt. Vous savez, il y a un monsieur qui a pris la présidence de la CAF et il a attaqué un pays qui était premier quart de finaliste africain en Coupe du Monde. Il a attaqué un pays qui est 5 fois champion d'Afrique. Il a démontré qu'il était le meilleur. Aujourd'hui, les sous-assistants judiciaires, ou sous-administration provisoire. Moi, je vous dis, c'est pour expliquer quoi? Je n'ai pas bien compris pourquoi la CAF et pourquoi M. Hamad. Ce que je voulais Il ne s'est pas attaqué au Cameroun. Le Cameroun s'est laissé attaquer. Vous avez été incapable d'organiser une CAN 2019 avec un président qui a dit le Cameroun sera prêt le jour 10. Vous savez ce que ça veut dire? La parole d'un chef d'État, le Cameroun sera prêt le jour 10. Et je vous dis que même 2021, le Cameroun à Sérénossi ne pourra pas organiser cette CAN. Donc arrêtez. M. Hamad ne s'est pas attaqué au Cameroun. Monsieur Ndachoua, voyez-vous, si la démocratie, c'est la pensée unique, vous serez le bienvenu. Mais voyez-vous, vous devez supporter des gens comme nous. Parce que l'équilibre des forces sociales, c'est cela. Ça dit qu'il faut dans une démocratie des cancres comme nous pour que la société existe. Voyez-vous, quand vous étiez à l'école, il y avait le premier à la classe, il y avait le dernier. Mais ils vivaient aussi avec nous dans la classe. On était tous ensemble. Donc, supportez que nous, les cancres là, nous ayons notre position, qu'on dise un mot, en voulant vous faire observer, monsieur Ndachoua, que je ne suis pas dans la démesure. Moi, je pense que c'est une république en construction, c'est une république exemplaire en construction, en chantier. C'est difficile, nous le comprenons. Et même vous, si vous preniez le pouvoir, vous n'allez pas construire cette route sans créer des situations regrettables comme celles que je vois. Maintenant, je confesse, ce n'est pas acceptable, les gens s'en souffrent, des mesures correctives sont en train d'être prises, je vais saluer la mesure du préfet et je vais également faire observer que j'ai personnellement des amis qui habitent là-bas, ils m'ont fait un message en m'indiquant que non, effectivement, les travaux ont démarré là-bas samedi dernier dans le cadre de prévoir la voie de contournement. Il y avait déjà j'ai bien regretté, oui. C'est une question de maturation du projet. Quand je le dis, c'est que je regrette qu'on n'ait pas pu l'envisager par anticipation. Okay. Je le regrette. Je comprends la situation des gens qui sont ainsi, mais je dis encore une fois que le gouvernement a pris des mesures correctives, en l'occurrence, monsieur le préfet du Vouri, et la seconde mesure, c'est la voie de contournement qui est actuellement en chantier. Voilà. Juste un mot. Moi, je vais d'abord faire un point. On est dans cette situation parce que la voie de contournement, qui passait, je crois, Tradex Yassa et qui allait sortir en Ndokoti, c'est délabré au fil du temps devant tout le monde. Et personne n'a pu rien faire. Monsieur Tegem parle il salue la mesure du préfet. Moi, je suis aujourd'hui un homme d'affaires. Je ne sais pas si le préfet mesure l'incidence sur l'économie quand il empêche au camion de circuler entre 5h et 21h. Est-ce qu'il a mesuré ça? Non. Quand on veut résoudre des problèmes, d'accord, on constate d'abord son échec. Ce n'est pas normal que la situation de l'entrée de Douala soit ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut constater l'échec. Si on ne reconnaît pas cet échec, on ne peut pas pouvoir s'améliorer. Il faut faire des routes.
Pour faire des routes, on ne se lève pas un matin. C'est des prévisions. Ça fait 15 ans qu'on parle de cette pénétrante. Ça fait 15 ans. Et ce n'est pas en 2 jours que vous allez faire cette route. Il faut être d'accord là-dessus. Donc, ce que les gens vivent là, entre Douala et Yaoundé, c'est parti pour au moins 8 mois, 1 an. Ok. Président Sambaka, Oui, est-ce que le préfet du Vouri a créé un autre problème? Comme semble dire Angel Bondachoua. C'est un autre problème, interdire la circulation aux camions entre 5h et 21h? Je vais vous dire que le Cameroun, c'est un pays où il n'y a plus que des urgences. Maintenant, il faut trier l'urgence dans les urgences. C'est ce que nous vivons là. Et ce sont des mesures qui peut-être vont avoir un impact sur le visuel, là tout de suite, mais sur l'économie, ça aura un impact dangereux. Et cet impact-là, l'administration camerounaise ne sait pas la mesurer. Et le Tchad, et la Centrafrique, et on aura de sérieux problèmes. Mais le véritable problème vient d'où? Le véritable problème vient du fait qu'on s'est engagé à avoir une autoroute entre Douala et Yaoundé. Et cette autoroute est devenue une autoroute entre Yaoundé et Douala. Si on avait engagé l'autoroute à partir de Douala, je peux vous affirmer qu'il n'y aurait pas tout cela. Parce que cette autoroute aurait probablement traversé déjà EDA. Mais on est parti renverser les choses. Et ça, c'est le fait des fonctionnaires. Parce qu'un économiste ne peut pas comprendre qu'on commande une autoroute Par Yaoundé. Par Yaoundé. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Donc, ils l'ont fait quand même parce qu'ils ont la signature. Et ça, voilà les conséquences. Les conséquences sont dramatiques. Donc, allons chercher là où c'était. C'est la raison pour laquelle tout le temps, je suis en train de penser à ce que Mandela a dit et que j'aimerais partager avec vous. Parce que Mandela dit, une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision n'est que du temps perdu. Par contre, une vision suivie d'une action peut changer le monde. On ne peut pas avoir... Si on a une vision, on ne peut pas commencer une autoroute au Cameroun par Yaoundé. Ce n'est pas possible. Voilà là où vient le problème. Ok. Maître Kenyé, sur la mesure, la décision du préfet, Machier. Interdire la circulation des camions entre 5h du matin et 21h. Ça va résoudre. Pour Angelbert, c'est un autre problème. Ça va résoudre quel problème? Vraiment. Nous sommes sans ignorer que c'est Douala le poumon économique de l'Afrique centrale. Oui. Et que des camions passent par là pour desservir toute la sous-région. Il s'agit des camions qui constituent le poumon économique. Il est empêché de circuler. Vous imaginez l'impact. Je ne voudrais pas m'étendre davantage sur ce tableau-là. Il est suffisamment clair. Mais je voudrais tout simplement ajouter, puisqu'on revendique le temps de l'autre côté, il s'agit en fait du temps de la rune. Le temps de la rune, revendiqué. De l'inertie, revendiqué et assumé depuis très longtemps. C'est le résultat de ça. Ce sont les conséquences de ce temps qu'on revendique. Le temps qui nous a réunis jusque-là où nous sommes, où nous en sommes. Cette mesure va apporter quoi? Rien du tout. Okay. Les Camerounais devraient tout simplement continuer à souffrir, quitte à ce que ces gens comprennent qu'on a assez souffert et qu'ils nous libèrent, tout simplement. Angel, bon, on va terminer avec le point de presse du ministre Sadi. Entre autres, il dit qu'on a retrouvé des grenades lacrymogènes en prison et d'importantes sommes d'argent. Je m'arrête sur ces deux-là. Grenades lacrymogènes dans une prison. Bah écoutez... c'est passé par où et par qui? C'est le ministre de la Communication et je pense que s'il le dit, je suppose qu'il a des éléments tangibles. Mais moi je pense que des grenades, ce serait un peu exagéré. C'est exagéré, vous dites? Non, je pense que c'est un peu exagéré. Parlant de grenades, hein, c'est un peu exagéré. Une grenade en prison, pourquoi faire? Honnêtement, pourquoi faire? Somme d'argent importante, oui, parce qu'en prison aujourd'hui, on a toutes sortes de trafics.
On a toutes sortes de trafics et puis il peut donc arriver que des gens qui sont à la tête de certains trafics, qui gagnent de l'argent en prison, se retrouvent avec beaucoup d'argent sur eux. Oui, ça c'est possible. Ok. Ouais. Jos Tegrem, Maître Tegrem, une grenade. Écoutez, c'est une communication d'un membre du gouvernement. Je pense qu'il a des éléments sur lesquels il s'appuie. Et je rappelle que dans sa communication, il a fait observer qu'une enquête était ouverte. Et l'enquête permettra à chacun d'entre nous d'être fixé lorsqu'une décision de justice viendra définitivement confirmer cette information. Maître Kenyen. Moi, je voudrais tout simplement ajouter. Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, attaquer un autre membre du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas suffisamment grave? Je ne voudrais même pas rentrer dans ces débats-là. Je voudrais tout simplement dire que la prison est à l'image de la société camerounaise. Parce que, voyez-vous, vous avez dans cette même prison des gens qui célèbrent des anniversaires à coups de milliards, pendant que certaines personnes n'ont même pas de quoi manger. C'est à l'image de ça. Donc, c'est un tableau, c'est le revers de la société camerounaise. Tout simplement, peu importe ce qu'on dira qu'on a. Et qui en est responsable? Puisque c'est l'administration qui est chargée de la sécurité. Donc on fait ça très pertinemment. On n'entre pas en prison n'importe comment. Même moi qui suis avocat, je ne vais pas en prison avec mon portable. Avec forte raison, toute autre chose. Moi qui on devrait faire confiance, compte tenu de mon statut social. Oui. Donc si ces objets semblent retrouvés, cela relève encore de la responsabilité de l'État. Les gardiens de prison complices? Non, moi tout ça? J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on cache derrière tout cela. Parce que quand on parle déjà de grenades, nous savons que nous avons essuyé les grenades lacrymogènes ici, déjà en 91 et autres. C'est même les hélicoptères qui les envoyaient. Bon, maintenant qu'on le retrouve en prison, qu'est-ce que ça Une grenade, oui, moi je me dis suffisamment grave. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Parce que les grenades lacrymogènes, c'est pour que les détenus lancent ça à leur geôlier. Bref, les jours à venir pourront nous dire que, ah tiens, les fameuses grenades lacrymogènes, c'était donc pour ça. Parce que moi, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment est-ce que notre administration fonctionne. Non, les grenades lacrymogènes, ce sont des produits sécurisés qui ne peuvent pas se balader en ville déjà, encore moins dans les prisons. Donc je pense que si on a retrouvé ça, peut-être que c'est les gens qui étaient entrés pour calmer la situation, qui ont dû peut-être lancer des grenades lacrymogènes et certaines n'ont pas explosé. Donc il n'y a que ça, puisqu'on a eu des... Ah, c'est pas... C'est venu de l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui sont venus... Quand il y a eu soulèvement, oui. On est entré, on a lancé des grenades lacrymogènes. Ok. Donc je crois que c'est par ce truchement que les grenades lacrymogènes sont retrouvées à cette prison. Rien que cela, tout simple. Maintenant, pour les autres choses, ça entre du fait de la corruption. C'est-à-dire que la corruption est généralisée. Oui. Et je pense que quand le chanvre indien entre en prison, ça doit faire de l'argent à certains. Okay. Donc on cherche de l'argent par tous les moyens. Voilà. Sylvestre Hippolyte Zangao, bonsoir et bon retour. Hein. Bonsoir Serge Alain, merci. C'est un plaisir de vous retrouver ainsi que les nombreux téléspectateurs de 100% Foot ce soir sur Equinox Télévision. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangao, dans un instant 100% football. Qu'est-ce que vous avez donc préparé pour votre retour? Nous allons continuer à parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est certes terminée, mais les sélections continuent leur bilan. Les fédérations également. 9 sélectionneurs qui étaient présents en Égypte ont perdu leur boulot à cause des divers résultats enregistrés lors de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi eux, vous le savez, Clarence Seedorf, mais le technicien néerlandais risque de ne pas chômer longtemps. Il est sollicité par la Sierra Leone. Est-ce que Clarence Seedorf va accepter d'aller de ce côté de la Sierra Leone quand on sait quand même que le pays n'est pas à ses côtés à la bourse des valeurs de la FIFA ou même de la Confédération africaine de football? Ses prétentions salariales en tout cas sont jugées trop élevées par la Fédération sierra-léonaise de football. Nous parlerons également de la préparation de la prochaine saison sportive dans les championnats de football professionnels du Cameroun avec la situation au sein du Léopard de Douala qui traverse des moments difficiles. Raymond Kalankongo, l'un des responsables du conseil d'administration, a jeté l'éponge, tout comme l'ensemble du banc technique dirigé par Maurice Pondo. Le Léopard
parviendra-t-il à panser ses plaies avant le coup d'envoi de la prochaine saison sportive quand on sait que le club se bat depuis la saison dernière comme un beau diable pour revenir en première division? Nous en parlerons ce soir, tout comme nous vous donnerons des nouvelles de certains footballeurs camerounais dont les vacances sont achevées, comme plusieurs autres professionnels ont retrouvé de l'activité. Le cas de Clinton Dié qui semble avoir oublié les méfaits de cette vidéo qui continue de circuler sur la toile. Le joueur du Dynamo Moscou a retrouvé l'air de jeu ce week-end avec son club. Qui a oublié la vidéo? C'est Clinton Dié ou bien ceux qui ont regardé la vidéo? Vous pouvez répondre, Serge Alain. On imagine que vous, comme beaucoup d'autres internautes, voilà, vous avez pu regarder cette vidéo. Autre chose, vous dites que Clarence Seedorf, des nouvelles, où est-ce qu'il va là? Il ne va pas encore quelque part. Il est juste sollicité par la Fédération sierra-léonaise de football. La Sierra Leone souhaite s'attacher les services de Clarence Seedorf, qui a pourtant été limogé par la Fédération camerounaise de football. C'était sa première expérience en tant que sélectionneur. Certainement, la seconde expérience ne va pas tarder. Est-ce que sera toujours sur le continent africain? Les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, nous en dirons davantage. Voilà, tout à l'heure, Sylvestre Hippolyte Zangaou signe son retour dans 100% football, madame, monsieur. Moi, je vais terminer avec vous, cher monsieur, maître Tegem. L'argent, beaucoup d'argent en prison. Vous êtes d'accord? C'est pour... Comment ça se fait que des gens se retrouvent avec autant d'argent? Parce que le ministre dit d'importantes sommes. Importantes. Peut-être si on nous donnait le montant, ça allait effrayer un peu. Hein. Enfin, c'est la communication gouvernementale. J'ai dit et je le redis, une enquête est ouverte en attendant que cette information soit confirmée par la décision de justice définitive. C'est une communication gouvernementale qui, lorsque l'enquête est ouverte, je préfère me référer à la justice qui rendra la décision la plus... qui donnera l'information exacte, qui nous renseignera tous sur la réalité de cette affirmation. Je dis encore une fois, dans la République exemplaire en construction, il faut respecter les institutions. L'institution qui se prononce définitivement en nous fixant tous sur les faits avérés, c'est l'institution judiciaire. Dans cette fameuse République exemplaire en construction, qu'un ministre de la communication parle ainsi d'une prison, on sait que c'est le ministre Sesso qui... Est-ce que ça ne crée pas forcément de friction entre les deux? Écoutez... Qu'on dise qu'on a retrouvé une grenade dans une prison. Comment il se sent, le ministre Sesso, dans ça? Je dis encore une fois, c'est la communication gouvernementale qui ne définit pas, ou alors qui n'est pas l'institution indiquée, ou alors pour fixer tout le monde sur l'étendue d'un crime. Je répète, une enquête est ouverte sur les conditions des événements qui sont produits à la prison de Kondengi le 22 juillet dernier. L'enquête étant ouverte, elle est en train d'être conduite. Je pense qu'il a indiqué qu'elle était en train d'être bouclée. Elle était sur le point d'être bouclée. Attendons la décision de justice qui va nous fixer, nous tous, sur la réalité de ces affirmations. Pour l'instant, je préfère accorder à chacun la présomption d'innocence. Agébel Bondatouan, deux sorties du ministre de la Communication sur les événements et de Yaoundé et de Bouya, ça fait quand même, surtout celle du 2, beaucoup de révélations. Hein. Oui, enfin, moi il y a un problème dans le gouvernement. Écoutez, après, ils peuvent se manger entre eux tant qu'ils y sont. Moi, je n'en ai rien à cirer. Mais moi, je dis sur des sujets aussi importants, et comme sur d'autres sujets d'ailleurs, je trouve toujours un peu mal indiqué que ce soit toujours le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui vienne... un point de presse, et non peut-être pas une conférence de presse. Parce que on veut savoir, des choses, on veut bien poser des questions au ministre. Il y a eu une mutinerie à Kondengi. On est venu extraire les gens de cette prison. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas dans quelles conditions ils sont détenus. On voudrait aussi entendre, parce que comme c'est dans le cadre d'une affaire en cours, on voudrait bien entendre le procureur de la République parler sur ces sujets qui sont aussi sensibles. C'est pas un ministre de la Communication, hein, malgré tout le respect que j'ai pour sa personne, mais c'est pas un ministre de la Communication. Et je dis, cette histoire de grenade à Kondengi, moi ça me paraît sincèrement louche. Et vous faites bien de dire, M. Otou, que est-ce que ce ne serait pas une façon de viser M. Laurent Esso? Je dis pourquoi pas. Parce que quand je vois toute la cabale qu'il y a eu contre lui là, depuis l'histoire de la mutinerie, je suis un peu étonné. Parce que de toute cette histoire, on comprend bien que M. Laurent Esso a été celui-là
qui a tiré la sonnette d'alarme. Ouais. Depuis 2015. Voilà. Hein. Alors, est-ce que maintenant, ce sont des gens qui n'ont pas pu, eux, faire leur travail, qui veulent aujourd'hui lui faire la peau? Moi, je n'en sais rien, mais enfin, c'est le constat que je fais. Voilà. Ok, Maître Kenyé, pour sentir. Il me semble que c'est ce même ministre de la Communication qui a vu le brillantissime, son excellence le président Louis Maurice Kamto, auteur de casse physique à l'extérieur, À Paris. et qui a par la suite porté plainte contre inconnu. Donc moi, une autre lecture que j'ai de cette communication, c'est que je ne serais pas surpris que ce soit des moyens pour charger Monsieur Esso. des personnes, non pas M. Laurent Esso, des personnes qui ont été arrêtées comme des auteurs de mutinerie et qui sont actuellement traduits devant les juridictions. Donc ça, c'est une lecture que je fais de cette communication. Oui. Mais, président Sambaka, vous dites que la grenade sort de l'extérieur. Pas... Mais, forcément, on ne fabrique pas de grenades. Non, vous dites que ce n'est pas les prisonniers qui ont... Oui, il y a eu une émeute. Ceux qui sont... Oui, il y a eu une émeute où on a lancé des grenades lacrymogènes. Probablement, c'est dans ce méli-mélo. C'est ce que je me dis. Hein. Mais en même temps, je me dis aussi, le ministre Laurent Esso attire l'attention. On tire sur lui. Le ministre de la Santé veut travailler, on tire sur lui. Le Premier ministre sort pour calmer les gens, pour le nozo, on tire sur lui. C'est un gouvernement en lambeaux. Il faut dire la vérité. C'est un gouvernement en lambeaux, on ne peut rien attendre. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout le monde se retourne vers le président Biya pour dire le dialogue inclusif. Parce que chaque jour qui passe est un danger pour le Cameroun. Avec un gouvernement pareil, où quand vous voulez travailler, ce sont vos collègues, c'est dans votre propre clan qu'on essaye de vous détruire. Donc moi j'ai dit, quand on a vu tout cela, on se dit quand même, il faut qu'un jour qu'on s'entende que le Cameroun sera fait par nous tous et pour nous tous. Ok. C'est ça, la République exemplaire en construction, M. Tegan? J'ai déjà dit, c'est une République institutionnelle, cher Serge Alain. Vous savez, je ne fais pas commenter les procédures pendantes. Une enquête est ouverte. Il a indiqué que l'enquête était sur le point d'être achevée. Maintenant, les commentaires peuvent se faire sur autre chose. L'enquête est ouverte, elle a été bouclée. Il a bien indiqué dans sa communication que l'institution établie par la Constitution a été saisie. Attendons la décision de justice. C'est la décision qui va nous fixer, nous tous. En attendant que les juges statuent et en leur âme et conscience, en tout cas en respectant le principe de l'intime conviction, je veux respecter la présomption d'innocence de chacun. Ok. Merci, cher monsieur. Merci, Angel Bondachoua. Bon voyage, hein. Vous allez passer par Yassa? Oui, je n'aurai pas d'autre choix. Je n'aurai pas d'autre choix. Je le plains vraiment. Je vous assure que si je n'étais pas venu en voiture, avec ma voiture, j'aurais opté pour une autre solution. Mais là, je n'ai pas de choix. Ok. Partez à 4 h du matin. Mais là, il va rencontrer les camions, hein, puisque le camion... Il doit entre 22h et 5h du matin. Vous n'avez pas de chance, bon, d'accord. Merci, Maître Kenyé. C'est le pays qu'on construit. Il faut C'est l'urgence dans les urgences. patience, ça va passer. Merci, Maître Kenyé, d'être venu pour votre première. C'est moi qui vous remercie, Serge Alain, pour cette invitation. Voilà, merci, Président Sambaka. Ben, c'est toujours avec plaisir que je partage comme ça. Je crois qu'on n'est pas des adversaires, on n'est pas des ennemis, Oui. Mais on doit pouvoir dire la vérité aux Camerounais Tout à pour fait. que, n'est-ce pas, cette démocratie puisse s'incruster. Merci, Maître Tegan, d'être venu. Merci Serge Alain, merci à tous mes copanélistes. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Yassa.